On part en mer ce week-end, je vais jeter un œil sur la météo. Donc www.meteo.nc, clac. On va aller regarder celle qui nous intéresse, c'est la météo du lagon. Je suis hyper sensibilisée à la météo parce que j'ai vécu 17 ans en mer, papa était marin, donc c'était hyper important de pouvoir regarder quelles étaient les bonnes fenêtres pour pouvoir partir et puis surtout pour pouvoir durer longtemps sur la mer, que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Voilà, nous y sommes, c'est celle qui nous intéresse. Ah, d'ailleurs, j'avais plein de questions à poser à l'équipe de météo de Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Et ça tombe bien parce qu'ils nous ouvrent les portes de la station au Faubourg Blanchot. Comme tous les services publics dédiés à la sécurité des personnes et des biens, les services de météorologie sont d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont là des heures à scruter le moindre événement climatique pour nous prévenir. Alors, quel est leur travail? On va essayer de mieux le comprendre avec l'équipe de jour. C'est Julien, prévisionniste en chef, qui arrive dès 5 heures du matin. Et ça tombe bien parce que les équipes d'Entreterre et Mer étaient sur place. Dès 5 heures, la routine de Julien est la même. Il allume son système informatique. Rien de spécial cette nuit, Julien. Ouais. 3 gouttes sur la côte est, là, notamment le nord-est. Une goutte au loyauté, puis voilà. Une baisse de visie vite fait à l'arrêt. Après, ça sera surtout gris. Je sais pas s'il pleuvra vraiment demain. Pas trop. Ah si, à Rome, il les voit pas mal. Ouais. À Rome, il les voit bien. Le but de la prévision météo, c'est de prévoir l'état futur de l'atmosphère. Donc l'atmosphère, c'est un fluide avec de la vapeur d'eau à l'intérieur qui est régi par des équations, donc les équations de la thermodynamique et des équations de la mécanique des fluides. Et donc pour prévoir l'état futur de l'atmosphère, il faut se baser sur ces équations. C'est comme si je lance ce stylo par exemple, je peux prévoir exactement où il va tomber avec les équations de la mécanique. Avec la météorologie, c'est le même principe, on peut essayer de prévoir l'état futur à partir de ces équations. La seule différence, c'est qu'avec les équations de la mécanique, je vais savoir exactement où mon stylo va tomber, alors qu'avec les équations de la mécanique des fluides, on ne sait pas à l'heure actuelle mathématiquement les résoudre exactement. Donc il y a tout un travail à faire supplémentaire pour essayer de trouver des solutions à ces équations. Avant, les modèles numériques, la prévision météo était juste basée sur le temps qu'il fait, on essayait de l'interpoler avec les déplacements, avec les données qu'on pouvait avoir à droite à gauche, le temps qu'il va faire. Mais ça a complètement changé. C'est vraiment... Surtout que les supercalculateurs sont de plus en plus puissants et donc on a des résolutions et des modèles de plus en plus performants. C'est très net sur ces dernières années. Tous les matins, Julien, le chef prévisionniste, monte sur le point le plus haut de la station pour y scruter l'horizon. Comme au bon vieux temps. Ouais. Je regarde juste un petit coup, quoi. C'est pas mal parce qu'on voit aussi le vent avec la mer, on voit que le vent est rentré là. Mais c'est vrai que ce matin c'était hyper humide, en scooter là, on voyait bien, il y a une rosée pas possible, quoi. Il y a les nuages tout fins là, qu'on voit qui sont un peu en filament. Ça, c'est des nuages qui sont très hauts, c'est des cirrus. C'est des nuages de glace, ils sont à 10-15 km d'altitude. C'est ceux-là qui petit à petit vont envahir le ciel aujourd'hui et demain. C'est intéressant pour moi parce que moi je les vois là, puis je les vois aussi sur l'image SAT qui commence à rentrer. Puis avec les modèles, on voit que petit à petit ça va s'épaissir. Et puis par contre, ceux qui sont sur le Mont d'Or, sur l'extrême sud, là c'est vraiment des nuages de basse couche, quoi. C'est cumulus, stratocumulus. Donc c'est ceux-là qui peuvent donner des petites averses. Souvent vers Yaté, sur l'extrême sud le matin. Ici, on est dans un bâtiment qui date de 1949, donc qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte du rôle très important de la météo, donc il y a eu un développement important de celle-ci après ce conflit. Mais la météo en Nouvelle-Calédonie, en fait, date de 1860. Les premières observations, les premières mesures datent de 1860. Ce qu'il faut savoir pour l'histoire de la météorologie mondiale moderne, ça a commencé, on fixe la date à 1854. 1854, Napoléon III charge un astronome, Le Verrier, de mettre en place un service météorologique moderne, suite à une catastrophe marine qui a eu lieu pendant la guerre de Crimée.
La météo moderne avait besoin de moyens de télécommunication pour échanger les informations. Donc 1848 le télégraphe en Europe, un réseau de télégraphe, 1854 l'organisation de la météorologie et 1860 ici les premières mesures sur le territoire calédonien. Et puis vraiment l'installation de ce service ici en 1949 sur le site où on est actuellement. En 1949 on n'a pas encore les satellites, donc l'observation c'est vraiment une observation visuelle essentiellement. Les prévisions météo s'établissent en 3 phases. L'observation, avec différents types d'appareils qui vont de simples capteurs jusqu'aux satellites, l'analyse des modèles numériques, construits d'après les résultats de ces observations, et l'intervention des prévisionnistes météo qui vont faire une synthèse de toutes ces données pour nous prévoir le temps qu'il fait. C'est un site pour nous qui est très précieux parce que on a une période d'observation qui est très longue maintenant sur ce site et ça nous permet de faire des diagnostics sur les questions par exemple de changement climatique quand il s'agit d'étudier les variations de certains paramètres comme la température, on a besoin de séries de données d'observation qui sont très longues. Alors sur ce parc à instruments, on va retrouver les principaux instruments. Donc le pluviomètre qui est là pour mesurer les cumuls de précipitations. Donc ici, on a un capteur de vent qui mesure la force et la direction du vent. Ensuite, on a dans ce grand abri là des capteurs pour mesurer à la fois la température et l'humidité. On mesure également la pression atmosphérique. Et puis on a des capteurs qui vont permettre de mesurer le rayonnement solaire. On a 70 points de mesure environ en Nouvelle-Calédonie. On en a sur les îles Loyauté, on en a en province nord, en province sud. On en a aussi sur les îles isolées de Chesterfield et Surprise. Et on a aussi quelques navires instrumentés qui circulent dans la zone. On a également d'autres moyens de mesure. Donc on va avoir des radars de précipitation, des systèmes de radiosondage et des systèmes de réception satellite pour avoir vraiment une vision globale du temps qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On va utiliser le radar en fait pour avoir une cartographie en temps réel des précipitations sur la Nouvelle-Calédonie. Donc le radar, sa particularité, c'est qu'il va émettre une onde électromagnétique. Les gouttes de pluie qui constituent les précipitations ont la propriété de réfléchir ces ondes électromagnétiques. Et donc le radar va mesurer l'onde réfléchie en retour. Les données sont disponibles sur météo.nc dans la rubrique observation radar. C'est des données qui sont assez intéressantes, notamment si je me demande est-ce qu'il va pleuvoir dans 15 minutes. C'est intéressant d'aller regarder les données radar et puis de visualiser l'arrivée d'averses pour comprendre comment tout ça se déplace et ça évolue, quoi. Alors le principe du radiosondage, c'est qu'on va essayer de faire de la mesure météo en altitude. Le principe, c'est qu'on va accrocher une petite station météo. On l'accroche à un ballon, donc un ballon léger qui va s'élever. Et donc le ballon va atteindre classiquement des altitudes jusqu'à à peu près 30, parfois un peu plus de 30 km d'altitude. Donc il va aller vraiment très haut et on va mesurer tous ces paramètres du sol jusqu'à l'éclatement du ballon. Donc c'est ici qu'on a un PC qui va permettre de faire l'acquisition des données. Et dans cette partie, c'est là où va se jouer le gonflage et la préparation du ballon. Il établit un dialogue radio entre la sonde et la station de réception qui est là. La sonde est OK, prête à partir. Et là, il va la prépositionner dans la zone de gonflement. Et donc là, l'hydrogène est envoyé dans le ballon jusqu'à ce qu'on atteigne la taille nominale de départ du ballon.
Les millions de données récoltées au fil des années sont conservées dans des archives et cela sert pour l'analyse du climat sur les longues périodes. C'est la climatologie. Il faut savoir qu'on a ici dans ce local des archives qui remontent au début du XXe siècle. Donc pour nous c'est une mine d'or puisqu'en fait là-dedans on a conservé par exemple tous les impacts des phénomènes cycloniques sur la Nouvelle-Calédonie. Alors ce qu'on voit à partir des analyses donc, de nos archives, c'est que la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, de manière générale, c'est un peu le hotspot de l'activité cyclonique dans le Pacifique Sud-Ouest. C'est difficile aussi de comparer un cyclone avec un autre, entre par exemple le cyclone Jian en 1981 et le cyclone Erika en 2003 ou Niran en 2021. Notre réseau de mesure, il a évolué. Nos moyens de mesure se sont affinés. Et aujourd'hui, on est capable de déterminer précisément l'intensité des phénomènes. En 1981, c'était beaucoup plus compliqué. Alors il fallait vraiment que le phénomène passe très près de la Nouvelle-Calédonie. Alexandre, un cyclone vous a particulièrement frappé, je crois. Le cyclone Jian, qui a touché la Nouvelle-Calédonie au cours de Noël 1981, donc qui a marqué les esprits en Nouvelle-Calédonie, justement parce que les gens préparaient les fêtes de fin d'année et parce qu'aussi il y a eu des conséquences assez dévastatrices en termes de vent, notamment sur le nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est un cyclone qui a touché de plein fouet la Nouvelle-Calédonie, qui s'est traduit aussi par des quantités de précipitations absolument exceptionnelles, plus d'1 mètre d'eau, notamment sur la chaîne dans le nord, et puis des inondations, de nombreuses inondations. Et donc c'est un des phénomènes marquants des années 80 en Nouvelle-Calédonie. Alors ici, la prévision marine en Nouvelle-Calédonie n'est pas séparée de la prévision générale. Ce sont les mêmes prévisionnistes qui font la prévision marine que ceux qui font la prévision grand public, qui font les cartes de vigilance. Comme il y a aussi un aspect sécurité très fort en prévision marine, en particulier à travers les BMS, les bulletins marines spéciaux. La prévision aéronautique, par contre, elle est un peu à part. Il y a une équipe spécifique parce qu'il y a des règles aussi spécifiques à la prévision aéronautique. Gabriel, comment est organisé ce secteur prévision météorologique ? Julien est chef prévisionniste et son rôle en fait consiste à déterminer le scénario de prévision pour les 7 prochains jours. Donc il va analyser un certain nombre de données d'observation et de prévision pour choisir donc le scénario de prévision et ça correspond à choisir le type de temps pour chaque journée. Donc rédiger certains bulletins de prévision, dont les bulletins de sécurité. C'est vraiment son rôle. Dès que des phénomènes dangereux sont identifiés, dès qu'il identifie des phénomènes dangereux, on doit adapter notre production pour informer la population, les pouvoirs publics, donc les services de sécurité civile notamment, donc en Nouvelle-Calédonie mais aussi à Wallis et Futuna. Ça se traduit par exemple par la production de la carte de vigilance tous les jours et également éventuellement pour les marins on rédige des bulletins météorologiques spéciaux, donc les BMS qui sont bien connus des marins. Et c'est aussi le chef prévisionniste qui s'occupe de la prévision cyclonique pendant la saison cyclonique. Donc le deuxième pôle de prévision ici, c'est le pôle de prévision aéronautique, donc avec un prévisionniste H24 qui va vraiment rédiger tous les messages dédiés aux usagers aéronautiques. C'est des messages de prévision sur aérodrome. Le troisième pôle de prévision dans la salle, qui est tenu par Lionel, c'est le pôle de prévision conseil général. Lionel, vous êtes le prévisionniste de la station météo de Nouméa. Combien concrètement de météo nous intéresse à échelle locale ? Alors il y a plusieurs bulletins météorologiques. Il y a le bulletin public pour le grand public. Et ma partie à moi, ce sont les bulletins marins. Donc les bulletins marins, on a 2 bulletins marins. Le bulletin côtier, qu'on appelle aussi bulletin lagon,
et le bulletin large. Donc le bulletin lagon qui s'étend à 20 000 nautiques des côtes, on a 5 zones, donc le lagon sud, le lagon ouest, le lagon nord, le lagon est et la zone des îles Loyauté. C'est ce qu'il faut regarder pour faire de la plaisance en Nouvelle-Calédonie. Donc ces bulletins, ils ont une structure avec une description de la situation générale. On va retrouver les centres d'action qui pilotent le temps et le vent sur la Nouvelle-Calédonie et sur la région. Ils ont une échéance de 48 heures. Pour le bulletin lagon, on a une description d'abord du vent, de la houle et de l'état de la mer sur chaque lagon et pour chaque échéance. Les bulletins marins, je vous ai dit, ils sont normalisés, ils sont concis. C'est une rédaction internationale, c'est-à-dire que vous allez retrouver la même structure des bulletins marins dans le monde entier. Ce qui permet aux marins de s'y retrouver facilement, ce qui permet de les traduire aussi facilement, on peut les traduire automatiquement. Quand on fait l'analyse au départ de la situation, on va comparer les différents modèles justement aux images satellites, au radar de pluie, pour voir les modèles s'ils sont bien calés par rapport à la situation actuelle. Et on va essayer de choisir le modèle le mieux calé et de travailler avec. Donc là, on voit qu'il y a de l'humidité sur la côte est, là, ici. C'est un petit peu plus grisé. Et on le retrouve ici sur l'image satellite quand même, ça a l'air pas mal. Là, on voit les nuages qui sont effectivement sur la côte est. Donc là, le modèle, il a l'air quand même bien calé sur les nuages. Ça, c'est les nuages bas, donc les nuages de basse couche, plutôt des cumulus. Ce qu'on voit aussi sur l'image satellite, c'est que là, il y a des nuages d'altitude, ils sont plus blancs. Plus les nuages sont blancs, plus ils sont élevés, plus ils sont composés de cristaux de glace, en fait. Du coup, on arrive un peu à repérer l'altitude des nuages rien qu'en regardant une image satellite. On sait à quel type de nuage on a affaire. Et là, si on prend la zone Pacifique, on retrouve bien ces nuages d'altitude là qui commencent à envahir le nord de la Nouvelle-Calédonie. Alors Lionel, le bulletin d'aujourd'hui par exemple, est-ce qu'on peut le regarder? Comment est-il fait? Alors, je vais rédiger le bulletin lagon de ce matin. En tête du bulletin, on n'a pas d'avis de coup de vent en cours ni prévu. C'est une partie que l'on rédige à partir d'un certain seuil de vent, si ce seuil de vent est dépassé. Donc pour le bulletin lagon, il s'agit d'un vent supérieur à 27 nœuds, ce qu'on appelle le grand frais. Donc là, en tête du lagon, on a la situation générale et l'évolution. Donc ce sont les centres d'action qui vont influencer le temps et le vent sur la Nouvelle-Calédonie. Ce qui dirige le temps sur la région, c'est l'anticyclone sur la Nouvelle-Zélande à 1037 hectopascales ici, qui se prolonge par une dorsale jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Petit à petit, le vent va se renforcer. On peut voir avec les plages de couleur aussi. Quand on est sur le bleu clair, ça va être plus simple. On est entre 5 et 10 nœuds. Sur le bleu foncé, on est entre 10 et 15 nœuds. Et quand on a du vert, on est entre 15 et 20 nœuds. Okay. Donc là, on est arrivé dans la nuit. On voit que le vert gagne. Et du coup, le vent va se renforcer cette nuit, déjà un petit peu cet après-midi, si je reviens en arrière. Et puis demain, on passe de l'Alizé à 15-20 nœuds. Je mettrai anticyclone à 1037 hectopascales. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver donc sur le site dans fin de matinée. Général, quoi. Sur le site ici, là, sur ça, c'est le bulletin lagon qu'on va retrouver ici, bulletin lagon. Quand un cyclone menace de toucher la Nouvelle-Calédonie, la prévision courante s'arrête pour laisser place au suivi du phénomène. Les équipes se renforcent et tout le monde met la main à la pâte avec le renfort des équipes de soutien logistique pour que tout le monde puisse vivre 24 heures sur 24 à la station dans de bonnes conditions. Donc il est vraiment important de suivre les mises à jour donc, qui sont faites toutes les 6 heures. Ces cartes sont produites 4 fois par jour par les prévisionnistes afin de tenir compte vraiment des dernières observations, puisqu'on sait que les prévisions ne sont pas exactes. Et donc on connaît les marges d'erreur des prévisions et on les représente et on
en ajustant nos messages en permanence, on essaye d'informer au mieux la population et les pouvoirs publics. Donc le travail en cas de cyclone commence d'abord par une phase d'analyse qui prend un certain temps. Il faut déjà positionner le système, ce qui n'est pas toujours si simple. Quand il a un œil, c'est très facile, le système au centre de l'œil. Par contre, quand il est mal défini, déjà trouver le centre du système, c'est pas forcément si facile. Ensuite, il faut évaluer son intensité. Donc ça, il y a tout un travail qui est fait sur l'imagerie satellite, qui permet, en fonction des structures des nuages, de définir son intensité. Et une fois qu'on a défini son intensité et sa position, on travaille ensuite sur la trajectoire qu'il va avoir. Parce qu'il faut bien comprendre que la trajectoire d'un cyclone est très liée à son intensité. Le phénomène de faible intensité va être piloté par des flux plutôt de basse couche, alors que s'il a une intensité plus importante, il va être piloté par des flux un peu plus élevés. Donc, une erreur dans l'analyse d'intensité peut conduire à des grosses erreurs sur la trajectoire. Et après, il y a une rétroaction, puisque la trajectoire peut l'emmener sur des eaux éventuellement plus froides, donc baisser son intensité. Donc, il y a une rétroaction permanente entre trajectoire et intensité, et vice-versa, et intensité et trajectoire. Ce qui rend la prévision cyclonique un peu délicate. Alors, cette année, c'était une année El Niña. Donc c'est quand même assez particulier, on n'est pas très habitué à ce genre d'épisode. On est plus habitué à des années neutres ou El Niño où finalement on a plutôt des grandes périodes relativement sèches, entrecoupées d'une période active en termes de cyclone ou de dépression. Et là cette année on a eu des grandes périodes très humides avec beaucoup d'épisodes de fortes pluies, des dépressions qui ont circulé proche de la Grande Terre, donc il y a eu beaucoup de phénomènes à gérer. Puis comme c'est associé à des types de temps tropicaux avec beaucoup d'instabilité, la prévision est d'autant plus difficile pour nous. Donc on a eu une année difficile sur le plan de la prévision. La prévision en Calédonie, c'est une prévision dans un climat tropical. Donc déjà c'est difficile parce que les phénomènes tropicaux sont des phénomènes de petite échelle souvent, qui peuvent être assez violents. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est une grande île, mais parfois les flux sont parallèles à la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut prévoir très bien qu'il y ait une zone de pluie, par exemple intense, qui arrive. Et cette zone, elle reste à 40 km en mer. Ce qui, pour le ressenti des agents, des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, ça n'a rien à voir. Il ne pleut pas alors qu'on a dit qu'il allait pleuvoir. Donc la difficulté, c'est ces aspects ponctuels, ces amas orageux qui parfois sont difficiles à localiser longtemps à l'avance. On arrive à avoir des prévisions générales assez précises maintenant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va être dans une bande pluvio-orageuse. Mais dans cette bande pluvio-orageuse, il y a des zones plus intenses, des zones moins intenses. Et ça, par contre, c'est très difficile de prévoir si ces zones vont passer sur la Calédonie, sur Nouméa, sur Koumak. Voilà. Donc il y a la spécificité, c'est les échelles de grandeur des phénomènes, la manière dont ils se produisent. Mais la météo n'est pas l'apanage de Météo France. D'autres sites proposent des prévisions, notamment sur les réseaux sociaux. Voyons comment Jojo de Ouégoua a bâti le succès de sa page Facebook consacrée à la météo. En fait, moi, tout ça, c'est parti d'un cyclone en décembre 1981, le cyclone Jian. Et c'est un cyclone qui m'a impressionné. J'étais jeune, j'avais 7 ans, moi. Donc j'étais très jeune quand j'ai découvert cette passion pour la météorologie. À la maison, je vivais chez mes grands-parents à l'époque. Par la suite, quand il y a eu il y avait les bulletins météo avant le journal télévisé, en fait, je les loupais plus après, parce que je me suis mis à suivre l'activité des cyclones sur le bassin Pacifique Sud. Et c'est comme ça que, en fait, ça a démarré, quoi. Alors, les sites que j'utilise, en fait, en premier, je consulte les sites spécialisés américains. Il y a le JTWC, c'est le Joint Typhoon Warning Center. Il y a aussi le site de la Navy NRL, Tropical Cyclone. J'ai le site du BOM Australia, c'est le bureau de météorologie australien. J'ai le site de la JMA, c'est-à-dire le Japan Meteorological Agency. Et j'ai aussi le site des Fidji, le CMRS, qui est le centre en fait qui surveille l'activité cyclonique dans le Pacifique. Donc je regarde tous ces sites spécialisés, je les consulte. Ensuite, bien sûr, je regarde Météo France NC, qui ont une documentation très fournie eux aussi. Je regarde tout ça, je fais une synthèse de tout ça. Ensuite, lorsque je vais commencer à écrire, je vais donc
je vais faire une synthèse et je vais vulgariser la documentation météorologique. Parce que le langage météorologique, c'est assez lourd, c'est assez difficile à comprendre. Donc, j'essaie de la rendre la plus simple et la plus accessible possible pour les personnes. Il n'y a pas réellement de site qui est préférentiel, puisque des fois, c'est un site qui a raison, qui voit juste. Des fois, c'est un autre site. Ça peut être les Américains qui voient juste, mais les Américains, des fois, se plantent. J'utilise beaucoup le site de Météo France et maintenant, ils ont un site sur Facebook aussi, qui est très, très bien fait, avec très bien fourni, avec beaucoup de petites vidéos explicatives ou des cartes et tout ça, des infographies qui sont très très plaisantes à lire et que je partage assez régulièrement aussi sur ma page météo. À part dans les périodes de guerre ou de conflit, la météorologie, il y a toujours eu des échanges d'informations parce que les informations de chacun profitent à tout le monde. Par exemple, les informations qui sont collectées ici en Nouvelle-Calédonie sont très précieuses pour l'ensemble du monde, puisque on est au milieu de l'océan, enfin on est dans une zone immense d'océan, et les quelques informations qu'on peut avoir sur l'atmosphère qui sont mesurées ici, que ce soit par radar ou par les différents moyens d'observation, au sol, les radiosondages que vous avez vus, ces informations sont précieuses pour tout le monde. Ces informations, si on ne les avait pas, la prévision au Japon, elle serait moins bonne à 3 jours ou 4 jours. La prévision sur l'Europe serait moins bonne à échéance de 10 jours. Parce que, évidemment, plus on est loin, moins l'influence est importante. Et donc cette collaboration mondiale, dès le début, dès 1854, il y a eu une collaboration européenne. Et ensuite, ça s'est développé. Et nous, on travaille avec l'Organisation météorologique mondiale, qui définit des normes sur la manière de travailler. Et cette collaboration mondiale, elle fonctionne très très bien. Eh bien moi, je vais aller regarder la météo pour voir si je peux sortir en mer. Nous, on se retrouve dans 3 semaines pour un prochain Entre Terre et Mer.